Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler de la crise économique et politique qui est en train de s'aggraver de jour en jour en France et également au niveau de la zone euro. Pour tout vous dire, depuis déjà quelques jours, je passe mon temps à répondre aux questions des investisseurs, notamment étrangers, notamment anglo-saxons. Ça y est, ils commencent à comprendre que c'est grave. Ils commencent à s'inquiéter. On le voit sur les taux d'intérêt qui augmentent, l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne qui explose, on verra ça tout à l'heure. Et puis parallèlement, l'euro qui continue de baisser. On est à 1,05 $ pour un euro au moment où je vous parle. On est passé autour des 1,04 il y a quelques jours. Donc ça y est, le mouvement d'inquiétude est en train de se généraliser. Est-ce que c'est grave? Et surtout, là aussi, vous avez été très nombreux à me poser cette question. Comment se protéger à titre personnel, pour nos entreprises, pour notre épargne? Comment se protéger contre cette catastrophe qui est en train d'arriver? On le voit, le budget français risque de ne pas passer, avec un risque de motion de censure, etc. Donc un gouvernement Barnier qui pourrait sauter, un nouveau gouvernement quid? Enfin, il y a énormément de questions. On va essayer d'y répondre, bien entendu. Il y aura bien sûr la question de la semaine qui est d'ailleurs liée. Vous avez été là aussi très nombreux à poser cette question. J'étais un petit peu surpris. Où se trouvent les expatriés français? Dans quel pays sont-ils le plus nombreux? On verra ça tout à l'heure. Les chiffres officiels du ministère des Affaires étrangères, donc on verra ça. Peut-être des idées pour ceux qui craignent le pire et se disent pourquoi pas aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors c'est pas forcément le cas, mais néanmoins il faut là aussi se protéger parce que, encore une fois, nous sommes tous patriotes, nous aimons tous évidemment la France, mais il n'y a pas de raison, si jamais la France tombe entre de mauvaises mains, que nous laissions plumer entre guillemets. Donc on va voir ça encore une fois dans le détail, avec également des chiffres sur les directeurs d'achat, les enquêtes des directeurs d'achat qui viennent de sortir. Et malheureusement la récession s'aggrave, en particulier en France. Vous voyez, le programme est chargé. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, la bonne nouvelle de la semaine. Là aussi, malheureusement, comme la semaine dernière, elle n'est pas chez nous, elle n'est pas en France. Peut-être également, je dirais, une source d'espoir au niveau mondial. On verra ça tout à l'heure. Mais on commence tout de suite donc avec actualité oblige. Donc ça y est, depuis hier, l'écart de taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française par rapport à la dette publique allemande dépasse les 80 points de base, donc 0,8 points si vous préférez, 0,8%. Donc voilà. Un plus haut, alors on avait atteint ça juste après la dissolution et ça y est, alors ça s'est calmé ensuite et là on retrouve donc des niveaux donc de 2012, la précédente crise de la zone euro. Alors on peut monter plus haut évidemment, pour l'instant ça reste limité, mais l'indice de défiance sur la France, eh bien là les investisseurs s'inquiètent. Donc là, c'était l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Maintenant, on va regarder l'écart de taux d'intérêt entre la France et le Portugal. Vous savez, on suit cet indicateur depuis déjà quelques mois parce que pendant très longtemps, les taux d'intérêt portugais sur la dette publique, évidemment, étaient supérieurs aux taux d'intérêt français. On se souvient qu'on avait même des écarts de taux à plus de 14 points, donc de plus, encore une fois, pour le taux d'intérêt à 10 ans de la dette portugaise par rapport au taux d'intérêt à 10 ans de la dette française. Donc la France était la valeur refuge et puis regardez, malheureusement, avec le temps, cet écart s'est réduit. Puis maintenant, ça y est, il augmente. Il est à l'avantage entre guillemets de la France, c'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt à 10 ans supérieurs en France par rapport au taux d'intérêt portugais. Regardez bien, 35 points de base, c'est-à-dire que aujourd'hui les investisseurs font beaucoup plus confiance au Portugal pour réduire sa dette qu'à la France, et donc 35 points de base, c'est quand même un écart assez élevé finalement qui montre bien ce mouvement de défiance à l'égard de la France. Si on regarde le taux d'intérêt maintenant à 5 ans, donc sur plus courte échéance, mais néanmoins aussi de la dette publique, on a toujours le taux d'intérêt italien à 2,83%, le taux français à 2,60%, donc nous sommes devant la plupart des pays de la zone euro, devant l'Espagne à 2,52%, même devant la Grèce, 2,44%. Et oui, c'est quand même dur à supporter, hein, pour les Français du moins. C'est que aujourd'hui, encore une fois, les investisseurs font plus confiance à la Grèce pour réduire sa dette publique, son déficit public, que la France pour les échéances à 5 ans. C'est particulièrement évidemment dramatique. Ça montre encore une fois l'ampleur des dégâts. On a ensuite la Belgique, l'Autriche, la Slovénie, la Finlande, l'Irlande, Pays-Bas, Portugal. Le taux d'intérêt le plus bas étant évidemment toujours l'Allemagne à 0,05%. Donc ce qui montre bien encore une fois que malheureusement ça y est, eh bien, on a traversé, on a franchi un cap avec cette crise politique qui n'en finit plus. Alors justement, je vous ai fait un petit calendrier de l'avant, entre guillemets, de l'horreur économique, j'ai envie de dire ce que j'écris là. Oui, parce que que va-t-il se passer au cours des prochaines semaines? Puisque la crise, ça y est, a bien commencé, bien entamé en France, ça va malheureusement s'aggraver. Donc que peut-il se passer? Déjà, on a donc le 29 novembre, Standard & Poor's qui pourrait dégrader la note de la France. Bon, on n'a pas eu le cas avec Fitch ni avec Moody's, malgré que Fitch, comme vous le savez, on l'avait écrit et on l'avait expliqué ici même, son modèle de notation a donné une dégradation à simple A. Il a quand même maintenu le double A avec perspective négative. Pour Standard & Poor's, il y a déjà une perspective négative, donc là, il pourrait franchir le Rubicon
Rubicon également et passer donc au simple A. Et comme vous le savez, si on passe simple A, donc nous ne sommes plus dans la catégorie donc d'investissement premium, que ce soit pour les investisseurs, les banques, les compagnies d'assurance qui achètent que du triple A ou du double A, enfin essentiellement du triple A ou du double A. Si on tombe à simple A, nous ne sommes plus dans cette catégorie et donc beaucoup d'investisseurs ne vont plus acheter la dette publique française parce que ça ne leur permet pas justement d'améliorer leurs fonds propres, d'améliorer leurs engagements. Et donc c'est ce qui fait que la France aujourd'hui, comme elle doit émettre l'année prochaine 300 milliards d'euros de nouvelles dettes publiques, eh bien qui va financer, qui va acheter ça? C'est là le grand danger. Donc avec évidemment a fortiori le calendrier qui continue, donc ça c'est le 29 novembre, c'est donc quasiment tout de suite, mais admettons que nous ne soyons pas dégradés encore une fois pour X raisons, et bien à ce moment-là, il y a dès le 2 décembre le budget de la sécurité sociale qui passe à l'Assemblée. S'il y a un 49.3, il y aura une mention de censure donc d'ici le 2 ou le 4 décembre au plus tard. Donc là aussi, si elle est votée, le gouvernement pourrait sauter. Mais surtout, on aura donc le 18 décembre, ça c'est la date butoir, parce que à l'arrière, il pourrait trouver un accord. Mais le projet de loi de finances doit normalement être adopté au plus tard, le 18 décembre. Et oui, ça doit vraiment être adopté. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il y aura le 49.3. Et s'il y a le 49.3, dès le 20 décembre, il y aura cette motion de censure. A priori, de nombreux partis veulent la voter. Et si donc elle a une majorité, cette motion de censure, ce qui est tout à fait envisageable, à ce moment-là, eh bien, le gouvernement Barnier tombe. Et ensuite, quid du prochain gouvernement? Est-ce qu'on va nous faire le même coup que l'été dernier en laissant croire qu'il y aura un gouvernement NFP, LFI, etc. Enfin bref, des dirigeants, entre guillemets, qui veulent très fortement augmenter la dépense publique, très fortement augmenter les impôts. Donc évidemment, on ne s'en sortira pas, parce que le danger est là, et là, les taux d'intérêt risquent d'exploser à 5 ou 10%. C'est un scénario évidemment catastrophe. Toujours est-il qu'il y a une autre échéance qui est la fin d'année, puisque normalement, on doit, voter le nouveau budget au 31 décembre au plus tard, et s'il n'est pas voté, à ce moment-là, il n'y a pas de budget pour l'année 2025. Donc alors, certains me disaient, est-ce qu'il y a un risque de showdown, vous savez, comme aux États-Unis, où quand le plafond de la dette est dépassé, qui n'a pas été revoté pour être augmenté, à ce moment-là, eh bien tout s'arrête, il n'y a plus de dépenses, il n'y a plus de recettes, parce que c'est un petit peu le problème. S'il n'y a pas, un vote sur les dépenses et les recettes de 2025, comment va-t-on faire? Alors il y a un petit subterfuge, il y a une loi spéciale, comme on appelle, qui pourrait être votée en urgence, donc sur les dépenses et les recettes de 2024, qui serait reconduite à l'identique pour 2025. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'encore une fois, il n'y aura pas de réduction du déficit public, il y aura même une augmentation de ce déficit, et là, la dégradation de la note sera inévitable, les investisseurs vont paniquer de nouveau, les taux d'intérêt vont encore fortement augmenter. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, eh bien, la probabilité d'une très forte augmentation des taux d'intérêt, qui a déjà commencé, va se poursuivre sur les taux d'intérêt de la dette publique. Et si tel est le cas, ça casse évidemment l'activité économique, ça fait de la récession, donc ça augmente la dette, ça augmente le chômage. Et donc, vous voyez, c'est le cercle pernicieux qui peut être extrêmement dangereux. Et donc, c'est ce que j'écris là, donc réduction du déficit aux oubliettes. Je vous rappelle qu'on a également une procédure européenne de déficit excessif, donc là aussi aux oubliettes. Et donc, il y aura évidemment une sanction. C'est là où, avec les élections allemandes du mois de février prochain, ça y est, on a la date, donc législative allemande en février 2025, il risque d'y avoir une crise politique généralisée à l'ensemble de la zone euro, déjà en France et en Allemagne. À ce moment-là, la zone euro devient évidemment en danger existentiel. N'oublions pas, là aussi, les chiffres viennent de sortir, on pose souvent cette question, que la part des non-résidents dans la dette publique française augmente. Il y a de moins en moins d'acheteurs, notamment de la part de la Banque de France, que c'était via la planche à billets. Vous voyez, on était en fin 2021, il y avait seulement 47,8% de part de notre dette détenue par des non-résidents. Maintenant, on est à 54,6%. Ça augmente de trimestre en trimestre. C'est les derniers chiffres de l'agence France Trésor pour le deuxième trimestre 2024. Donc ça montre bien qu'on est extrêmement dépendant du reste du monde. Sur ces 54,6%, on sait plus ou moins, parce que les chiffres ne sont pas complètement officiels, la moitié ce sont des Européens et l'autre moitié ce sont des étrangers, et de plus en plus a priori des pays du Golfe. Et ça, évidemment, en termes d'indépendance économique, ça peut être particulièrement dangereux, avec également les Américains qui risquent d'acheter de moins en moins de notre dette publique, notamment avec Trump, donc voire les Chinois également. Vous voyez que ça devient extrêmement dangereux. Je vous rappelle qu'on doit émettre 300 milliards d'euros de nouvelles dettes l'année prochaine. Qui va acheter cette dette? Nous jouons avec le feu et nous allons malheureusement nous brûler. Alors, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule,
Il y a en plus de ça les derniers chiffres, les indicateurs avancés de la conjoncture qui viennent de sortir. Malheureusement, pour le mois de novembre, c'est encore la catastrophe. Donc ça annonce une baisse très forte du PIB pour le quatrième trimestre 2024 et également pour le premier trimestre 2025. On le voit ici, c'est l'indice INSEE du climat des affaires. Oui, ça continue de baisser. Ça, c'est le PIB. Il y a une petite surprise au troisième trimestre liée au JO, comme vous le savez. Et là, attention, ça va évidemment baisser. Si on regarde maintenant les indicateurs des directeurs d'achat, c'est pire. Regardez bien l'effondrement au mois de novembre. On est à peine au-dessus de la barre des 44. Donc ce qui veut dire que je vous rappelle qu'il y a la barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En dessous, ça, c'est la baisse de l'activité. La courbe bleue, c'est le PIB. La rouge, c'est là où nous allons. Donc ça montre bien que le PIB pourrait s'effondrer au cours des prochains trimestres. Et là, personne n'est épargné, notamment l'industrie. 29 trimestres consécutifs de récession, de quasi-récession pour l'industrie. Vous voyez, 29 trimestres que la courbe rouge est sous la barre des 50. Donc ça fait mal pour l'industrie française. On est très très loin des promesses de réindustrialisation. Encore une fois, une vraie arnaque, hein, simplement des mots, des paroles, hein, comme disait la chanson de Dalida, c'est seulement des paroles, mais ce n'est pas évidemment du concret. Alors la nouveauté pour le mois de novembre, c'est que la récession aussi s'aggrave dans les services. Regardez bien, ça s'est complètement effondré. On est à peine au-dessus au-dessous des 46, donc c'est quand même un niveau extrêmement bas qui montre que, y compris dans les services qui avaient bien résisté, on le voit ici pendant les JO, ben non, c'est en train de s'effondrer complètement. Il y a une crise économique vraiment dramatique. Et d'ailleurs, si on se compare aux autres pays, habituellement on se rassure, ben non, là on s'inquiète encore plus, puisque là vous avez les indicateurs donc, du mois de novembre, la première estimation, donc on n'a pas encore tous les pays, parce que ça sera seulement publié début décembre, donc là c'est seulement les pays qui font des premières estimations, ils sont là, donc on a toujours l'Inde et les États-Unis qui sont loin devant, j'ai envie de dire, le Royaume-Uni, attention, qui repasse en récession. Là, on voit évidemment le danger du nouveau gouvernement qui veut augmenter encore les impôts. Les Anglais n'ont pas du tout aimé. Donc là, il y a encore une fois, c'est un plongeon, une rechute en récession pour le Royaume-Uni. Après, le Japon s'améliore encore un peu, vous voyez, en 49,4, 49,8, mais toujours sous la barre des 50. L'Australie, également récession. La zone euro, ça baisse, hein, 48,1. L'Allemagne, 47,3. Et donc la France, 44,8. Nous sommes derniers, malheureusement. Nous sommes la lanterne rouge de l'économie mondiale. Et ça, c'est quand même un vrai aveu d'échec, malheureusement. Et ce qui se passe aujourd'hui, cette crise politique qui est en train de s'installer, n'arrange pas évidemment les choses. Si on regarde très rapidement tout ça avec quelques graphiques, on le voit ici, ça c'est la situation de l'Allemagne. Donc vous voyez, hein, le PIB est déjà autour des 0 de croissance, hein, voire légèrement négatif. Ça va continuer dans les services, dans l'industrie. Si on regarde au niveau maintenant de l'ensemble de la zone euro, là aussi un petit espoir sur les services au cours des derniers mois, mais non, au mois de novembre, ça replonge. Pareil pour l'industrie. Donc là aussi, on aura une baisse du PIB. Vous voyez, si on regarde l'indicateur composite dans la zone euro, la courbe rouge ici, c'est le PIB. Il y a un petit rebond au troisième trimestre, notamment grâce à la France. Maintenant, ça y est, on repasse sous les 50. On repasse malheureusement en zone de récession pour l'ensemble de la zone euro. Ça détonne évidemment avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors là, il y a peut-être un effet Trump éventuellement, mais c'est surtout qu'il y a une activité qui est là, parce que c'est le mois de novembre, donc les élections étaient déjà passées. Regardez, les services, ça booste, ça explose complètement. L'industrie, ça remonte un peu. Toujours en récession, hein, mais ça remonte un petit peu. Mais comme là aussi, il y a des mesures qui vont être prises pour l'industrie américaine, ça risque de les avantager. Donc si on regarde la croissance américaine, la courbe bleue ici, avec la courbe rouge, l'indicateur composite, donc tout secteur d'activité, qui remonte hein, également, on voit que la croissance américaine se maintient autour des 3%. Et c'est là où on a un écart énorme avec la zone euro. Voilà, donc ça c'est la courbe bleue, ce qui se passe aux États-Unis, indicateur composite, tout secteur d'activité. Donc la courbe rouge, c'est dans la zone euro. Regardez l'écart entre les deux courbes. Croissance forte outre-Atlantique, hein, un niveau de 55, et effondrement donc dans la zone euro sous la barre des 50, donc en récession. Pour bien visualiser justement la dichotomie entre l'économie américaine et l'économie de la zone euro, je vous ai fait un petit graphique qui représente l'écart justement d'indicateurs avancés entre les États-Unis et la zone euro. Regardez bien, ça fait mal. Et oui, 7,2 points d'écart. Regardez bien sur ce graphique, c'est du jamais vu, à part la période de Corona, c'est du jamais vu depuis juin 2014. Donc il y a bien un écart qui est en train de se creuser entre les États-Unis et la zone euro. Et donc inévitablement, l'euro baisse. C'est vrai qu'on l'avait annoncé déjà plusieurs mois, un peu seul contre tous. On est donc passé à 1,05 $ pour un euro. Donc dès la semaine dernière, on a même touché les 1,04 $ pour un euro. Là, au moment où je vous parle, on est autour des 1,05. On se stabilise. Voilà bien.
cette baisse vertigineuse de l'euro-dollar, c'est évidemment particulièrement fort et ça va bien sûr continuer puisqu'on vient de le voir, il y a cet écart de croissance à l'avantage de l'oncle Sam et parallèlement les écarts de taux d'intérêt vont rester élevés entre les États-Unis et la zone euro. La BCE va peut-être un petit peu baisser les taux d'intérêt, la Réserve fédérale va avoir du mal à le faire même si effectivement on nous annonce qu'elle le fera quand même pour faire plaisir au nouveau gouvernement Trump, on verra bien mais il y a quand même quelques petites inquiétudes à ce niveau-là. Toujours est-il que le dollar va rester bien plus fort que l'euro, donc là on se dirige tout droit vers la parité 1 dollar pour 1 euro d'ici la fin de l'année, surtout si la crise française et de la zone euro s'aggrave, c'est évidemment ce qui pourrait se produire. Dans le même temps, le franc suisse, ça aussi on l'avait évoqué, toujours la valeur refuge, autour des 0,93, se stabilise, donc à des niveaux extrêmement bas pour l'euro et fort donc pour le franc suisse, donc ça joue toujours son rôle de valeur refuge. Voilà ce qui aujourd'hui est la situation de la zone euro qui malheureusement ne s'arrange pas, et donc c'est ça qui devient aujourd'hui particulièrement inquiétant. On a une crise qui est en train de s'installer, donc comment peut-on faire pour se protéger contre cette crise? D'abord, pour protéger son épargne. Alors, pour protéger son épargne, il faut tout simplement faire preuve de bon sens. D'abord, ne jamais oublier le couple rendement-risque. Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut acheter des crypto-monnaies, etc. Pourquoi pas? Le rendement est très élevé, mais regardez, au jour le jour, il y a une volatilité extrême. Donc, il y a un risque élevé. Donc, soit vous achetez et vous ne regardez pas pendant plusieurs années, sinon, pour faire des allers-retours, ça peut être extrêmement dangereux parce qu'on a du mal à maîtriser ce marché. Certains le font, tant mieux, bien entendu, bravo. Mais néanmoins, soyez quand même extrêmement prudents. Deuxième stratégie de bon sens, j'ai envie de dire, pour notre épargne, choisissez une bonne banque. C'est-à-dire que là aussi, il faut faire jouer la concurrence entre les banques au niveau des coûts, au niveau du service également. Donc, il y a bien sûr des banques sur Internet. Vous le savez, je n'ai pas le droit de faire de la publicité donc sur ma chaîne YouTube, donc je ne peux pas conseiller telle ou telle banque, mais néanmoins il faut là aussi faire jouer la concurrence entre les banques, voir les taux, les tarifs, voir le service clientèle également, et à ce moment-là on pourra là aussi éviter le pire. Et attention quand même aux banques un petit peu farfelues, là aussi ça peut être dangereux. Donc et puis aux conseillers, vous savez, il y a des conseillers miracles qui vous disent oui, moi j'ai la recette pour investir et gagner beaucoup d'argent. Soyez extrêmement prudents, donc faites attention, il y a des arnaques malheureusement, donc vous pouvez donc ne faire confiance qu'aux compagnies d'investissement validées par l'AMF, donc voilà le site, pour vérifier justement s'ils ne sont pas dans la liste noire ou la liste grise, enfin ce que vous voulez, mais il faut qu'ils soient vraiment dans la liste des investisseurs autorisés. Pour les grandes banques, il n'y a pas de problème, mais pour les plus petites banques ou pour les gestions de patrimoine, faites attention, regardez bien, il y a tellement d'arnaques malheureusement, on n'est jamais trop prudent. Quatrième enjeu, il faut bien sûr garder toujours cette poire pour la soif. Alors bien sûr il y a l'or, on peut également mettre je dirais sur des comptes surlivrés, là aussi même si peut-être ils seront taxés, ça peut être, on ne sait jamais, mais néanmoins il y a un petit rendement sympathique à court terme. Bien sûr pour notre retraite, on peut avoir le plan d'épargne retraite, certains voulaient augmenter la taxation, pour l'instant ce n'est pas le cas, donc là aussi pensez également à votre retraite. Et puis bien sûr, comme je l'ai souvent conseillé, il faut ouvrir un compte à l'étranger. Non pas que nous n'aimions pas la France, bien entendu, on adore la France. Mais l'enjeu, c'est que, on ne sait jamais, ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire, d'ouvrir un compte à l'étranger, vous le déclarez au fisc, et en cas de coup dur, on peut mettre un petit peu d'argent dessus, il n'y a pas de problème, ils proposent des produits d'épargne des fois très sympathiques, avec un bon rendement, y compris sur les dépôts à vue, donc là aussi, ça permettra d'éviter de prendre le bouillon. Si maintenant on regarde par type de produit sur quoi investir, évidemment, il y a toujours bien sûr les marchés actions. Je rappelle toujours que sur le long terme, il y a 3 placements à favoriser, l'or, les actions avec les dividendes et l'immobilier. Certains rajoutent aujourd'hui les crypto-monnaies ou le bitcoin. Alors attention, ce n'est pas séculaire le bitcoin, ça a été créé en 2009, donc il n'y a pas tellement de recul, donc soyez quand même prudents, même si évidemment c'est une diversification de vos investissements, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand on me dit pourquoi vous mettez pas le bitcoin dans les meilleurs placements, parce que ça soit les marchés actions, l'or ou l'immobilier, ça fait évidemment des décennies que ça existe, donc on a plus de recul pour regarder, on peut faire au moins des calculs. Donc voilà pourquoi effectivement j'annonce ça, mais donc les marchés boursiers, évidemment, c'est toujours assez intéressant, mais attention, il y a une dichotomie. On a aujourd'hui des indicateurs américains qui battent des records, alors que chez nous, c'est en train de s'effondrer, chez nous, notamment en France. J'avais montré le graphique il y a quelques semaines, qui montre bien justement que les investisseurs se délestent, entre guillemets, de la France, ils commencent à s'inquiéter, pas seulement sur les marchés obligataires, mais également sur les marchés actions. Alors vous allez me dire, oui, mais 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, donc finalement la France, c'est pas important, ou pas énormément. Oui, mais tout de même, quand un investisseur fait
ses choix d'investissement. D'abord, il choisit la catégorie d'actifs. Une fois qu'il a dit je mets tant sur les actions, là il va regarder pays par pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aux États-Unis, c'est business first, donc on sait que les entreprises américaines vont bien se comporter, même si elles sont très chères. Par contre, chez nous en France, on se rend bien compte qu'il y a cette crise de défiance qui est là, et donc à ce moment-là, les investisseurs se disent la France, on verra ça après, ça restera donc comme tout à l'heure la lanterne rouge de nos choix d'investissement, d'où le fait qu'attention, il y aura toujours cette dichotomie qui va perdurer entre des marchés américains qui vont bien se comporter d'un point de vue boursier, alors que sur la France, sur l'Europe, ça va être beaucoup plus délicat. Donc soyez extrêmement prudents. Encore une fois, surtout en France et en Europe, là aussi, sur du très long terme, pourquoi pas, mais à court terme, ça va tanguer, ça va être très très volatile, très dangereux. Deuxième point, bien sûr, on délaisse les dettes publiques. Vous avez compris que si les taux d'intérêt augmentent, notamment chez nous, donc le cours des obligations va baisser. Donc si on a encore ces obligations en portefeuille, ça veut dire qu'on a une moins-value en portefeuille. Si on veut garder les obligations jusqu'à leur terme, pourquoi pas, mais sinon, soyez extrêmement prudents. Je l'évoquais à l'instant, on garde un peu de cash sur des placements rémunérés, sur du monétaire. Pourquoi pas, les taux sont encore relativement élevés. Ça nous permet, c'est une sorte là aussi de poire pour la soif, de ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Ça veut dire que c'est immédiatement, je dirais, mobilisable et ça a un rendement plus ou moins sympathique, même si l'inflation va redémarrer, que ça va casser ses rendements, mais néanmoins, c'est déjà ça de prix. On reste bien sûr sur le dollar, comme on l'avait souvent annoncé, également le franc suisse, là aussi ça reste toujours intéressant. L'immobilier français qui continue de souffrir, ça redémarrera plutôt, je dirais, en 2026. Bien sûr, on conserve de l'or, ça a un petit peu baissé, mais néanmoins, justement, ça reste toujours intéressant à l'achat, a fortiori s'il y a cette crise politique, économique, sociale, voire sociétale qui est en train de s'installer en France et dans la zone euro. L'or sera bien sûr cette fameuse valeur refuge. Donc je l'évoquais, le Bitcoin, les crypto-monnaies, pourquoi pas, mais il y a évidemment un risque élevé, donc faites-vous aider par ceux qui s'y connaissent. Alors, c'est pas complètement mon cas, mais j'ai promis que quand le Bitcoin dépassera, si un jour il dépasse les 100 000 $, à ce moment-là, je ferai justement une vidéo pour reconnaître, entre guillemets, mes erreurs. C'est l'une de mes grandes déceptions, parce qu'effectivement, moi, à propos du Bitcoin, quand ça valait 1 $, je n'y ai pas cru, comme beaucoup, malheureusement, j'ai envie de dire, mais maintenant, c'est trop tard, bien sûr, mais néanmoins, il faut être honnête, il faut dire la vérité. Ça reste quand même très volatile, donc extrêmement risqué. Rappelez-vous, le couple rendement-risque. Et donc, bien sûr, carpe diem, je ne cesse de le dire, il faut profiter de l'instant présent, dépenser si vous pouvez. Au moins, ce qui est pris n'est plus à prendre, parce que si on se fait encore taxer notre épargne, évidemment, notamment en France, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc ça, c'est pour l'épargne. Pour les entreprises maintenant qui nous écoutent, vous êtes extrêmement nombreuses. Je me déplace beaucoup en France en ce moment pour faire des conférences pour les chefs d'entreprise. Merci à chaque fois d'ailleurs pour votre accueil. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'inquiétudes, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait les bons choix stratégiques, qui sont encore là, et celles qui ont fait les mauvais choix sont en train de disparaître. Donc quels sont ces bons choix stratégiques? Les voici, il y en a plusieurs. Moi, je mets 4 stratégies en avant. D'abord, les stratégies de niche sur des produits, des services pour lesquels on a un savoir-faire et qu'on est les seuls à faire. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches justement pour créer cette demande, pour tout simplement expliquer ce que nous faisons et faire connaître nos produits, nos services, et ça créera là aussi une demande. Ensuite, stratégie d'innovation, pas que dans la high-tech, mais on peut innover dans tous les types de produits, tous les types de services, avec bien sûr des efforts de formation du personnel qui seront indispensables, parce que si vous faites de l'innovation et qu'il n'y a personne pour la mettre en pratique, ça ne servira pas à grand-chose. Et là également, une stratégie de développement à l'international. La croissance mondiale reste largement plus forte que celle de la France, on sera autour des 3%, contre autour des 0,5% pour nous l'année prochaine. Donc ça reste évidemment très très faible. Donc là aussi, pour les entreprises qui ont un savoir-faire, allez voir à l'étranger, et ça vous permettra justement de gagner des parts de marché, avec néanmoins très important, un service à la clientèle exceptionnel. Il faut une transparence et une excellence du service à la clientèle. Moi, je suis stupéfait de voir ce service qui est catastrophique. Voilà, il n'y a pas de service. Et donc, globalement, ceux qui font un peu de service, alors là, ils sont sûrs de gagner des parts de marché. Donc, c'est le conseil qu'on peut donner à nos entreprises. À titre personnel, bien sûr, pour les particuliers, là aussi, il faut anticiper les tempêtes. Elles sont là, elles sont devant nous. Donc, il faut se développer ses formations, apprendre des langues étrangères, par exemple, développer dans l'informatique, développer des nouvelles formations qui vous plaisent, évidemment, pas faire des formations qui ne servent à rien, parce que ça arrive trop souvent, malheureusement. Pour les plus jeunes, c'est vrai,
Pourquoi pas s'expatrier? C'est vrai que quand on est jeune aujourd'hui, on a le monde devant soi. Pourquoi pas voir ailleurs, peut-être pour revenir ensuite quand ça ira mieux en France. Mais là, c'est vrai que pour les prochains mois, ça va être très compliqué. Et donc, voir aussi, peut-être qu'on sera déçu et qu'on reviendra en France. Moi, je sais que je voyage beaucoup dans le monde entier. Et quand on revient effectivement en France, on est content. Quoique là, ces derniers mois, ces dernières années, ça fait un petit peu de la peine quand on revient en France. Donc, je pense qu'on va toucher le fond de la piscine dans les prochains mois. Et ça redémarre ensuite. Donc, voilà, pour les plus jeunes, pourquoi pas se faire une expérience, aller à l'étranger, éviter justement ce qui se passe chez nous, ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Développer une activité originale et indépendante, voilà, par exemple une chaîne YouTube, pourquoi pas, du conseil, ou autre, ou certains types de produits, si vous avez décidé, n'hésitez pas, donc vous créez votre entreprise. Pour les plus prudents, évidemment, si vous êtes assez salarié, c'est pas le moment de démissionner, parce que ça va être particulièrement chaud demain. Et puis bien sûr, deux qualités seront mises en avant, le sérieux et le respect, comme j'évoquais tout à l'heure. Et puis pour les retraités, j'ai envie de dire, il faut profiter de la vie au soleil, pourquoi pas à l'étranger également, si on a un petit pécule sympathique. Voilà, pourquoi pas, il y a énormément de retraités qui vont aujourd'hui au Portugal, par exemple. Je salue nos Portugais, ceux qui sont nombreux à nous écouter, ou en Espagne. Pourquoi pas, alors voilà, ce qui permettra justement d'éviter les difficultés des prochains mois. Moi, je ne suis pas ceux qui disent non, mais il faut affronter ces difficultés, tout va bien se passer, ça va être un petit peu délicat, donc si on peut effectivement s'en affranchir, pourquoi pas? Bien sûr, on aime la France, on y reviendra, mais une fois que la France se sera modernisée, et on espère que ça arrivera le plus rapidement possible. Alors justement, c'est la question de la semaine, vous avez été très nombreux à me demander où sont les Français expatriés, dans quel pays sont-ils? Donc ce sont les chiffres de France Diplomatie, du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, et c'est assez incroyable, vous allez être surpris. Donc là, ce sont donc les Français qui sont inscrits au registre des Français de l'étranger, parce que certains ne s'inscrivent pas. Donc pour l'instant, il y a quasiment 1,7 million de personnes, donc ça c'est au 31 décembre 2023, 0,5% de hausse par rapport à 2022, on n'a pas encore les chiffres de 2024, mais ça risque également d'être en augmentation. Et si avec les non-inscrits, on serait peut-être 2,5 millions de Français à l'étranger. C'est quand même pas rien. Donc ce qui veut dire que là aussi, il y a une inquiétude qui est en train de s'installer. Alors, quel est le pays, et c'est assez surprenant, où il y a le plus de Français déclarés? Tenez-vous bien, voilà, c'est la Suisse. 170 000 personnes, donc 10% du total des expatriés. Donc voilà, alors pour quelle raison? Il faudra leur demander, mais voilà, c'est la Suisse qui attire le plus. Ensuite, on a les États-Unis, mais bon, les États-Unis, c'est quand même évidemment un grand pays avec beaucoup d'États, comme vous le savez, 150 000 personnes, quasiment 9%. Le Royaume-Uni ensuite, bien sûr, ça c'était notamment dans la banque, la finance, 140 000 personnes, mais pas que. La Belgique, 117 000. Certainement pour des raisons fiscales, de droits de succession, etc. Canada, 108 000, Allemagne, 93 000, Espagne, 80 000. Donc là, je vous ai mis les 10 premiers. Israël, 65 000, Maroc, 53 000 et Italie, 33 000, vous voyez. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est assez vaste, finalement. Et beaucoup, je dirais, de Français se disent pourquoi pas voir ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, c'était la réponse à votre question. Tout à fait officielle, vous voyez, il n'y a pas de trucage dans mes chiffres. C'est les chiffres, encore une fois, du ministère des Affaires étrangères. Donc pour montrer que c'est possible, évidemment, de s'expatrier. Non pas encore une fois qu'on n'aime pas la France, on aime la France, mais c'est vrai que parfois, ça peut se comprendre qu'il y a envie de voir, pourquoi pas, de nouvelles perspectives, et ça, d'ailleurs, ça aguerrira, ça nous formera finalement d'aller à l'étranger, pourquoi pas. Moi, je voyage beaucoup dans le monde entier depuis des années, et c'est vrai que globalement, c'est ce qui nous permet également de nous enrichir. Donc ne voyons pas ça comme un manque de patriotisme, mais plutôt comme un enrichissement, en espérant qu'on pourra bien sûr tous ceux qui sont partis, entre guillemets, revenir en France, et pour ceux qui sont encore là, rester en France, avec un pays qui saura justement relever les défis de demain. Pour l'instant, il faut reconnaître que c'est mal barré d'un point de vue économique, social, sociétal. C'est quand même triste, évidemment. Alors bon, je termine quand même avec une bonne nouvelle, malheureusement qui n'est pas française, c'est ce qui se passe en Inde. Donc on voit effectivement l'Inde qui redémarre, on a une croissance indienne qui a été un petit peu décevante au deuxième trimestre, mais qui devrait revenir bientôt vers les 8 à 9%. Indicateur avancé dans les services, dans l'industrie. On le voit, c'est extrêmement dynamique. Donc l'Inde, justement, qui est un pays évidemment émergent, en développement, ça c'est sûr, mais justement qui regarde la réalité en face. Et donc c'est un petit peu la leçon qu'on peut tirer avec, je dirais, du pragmatisme. L'Inde est le pays qui a le plus bénéficié finalement, donc s'en sort le mieux des deux dernières crises. D'abord le coronavirus, pendant que la Chine enfermait tout le monde, les Indiens finalement ont libéré, ont pris des parts de marché à la Chine, et la Chine ne l'a toujours pas récupéré, elle n'y arrive pas d'ailleurs.
Deuxième crise, la crise en Ukraine. Vous allez me dire quel rapport avec l'Inde? C'est pas compliqué. Quand on a fait le boycott des produits russes, évidemment, donc les Européens et les Américains ont oublié qu'il y avait d'autres pays dans le monde, par exemple l'Inde. Donc l'Inde qui n'avait pas accès au pétrole russe a acheté donc le pétrole russe à bon prix, bien entendu, parce que la Russie n'arrivait pas à l'écouler. Donc l'Inde l'a acheté, elle l'a raffiné et elle l'a utilisé pour elle, bien sûr, et le surplus, elle l'a revendu à l'Europe. Voilà. Et nous on disait, non, c'est pas russe, ça vient d'Inde. Oui, évidemment. Voilà. Encore une fois, le dogmatisme, l'aveuglement fait que malheureusement nous ne prenons pas les bonnes décisions. Donc espérons que finalement nous tirerons les leçons de ce qu'en font certains pays émergents, voilà, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Argentine également en réduisant les dépenses publiques. Ça fonctionne, ça génère effectivement de la croissance. Donc espérons qu'on aura enfin le courage de prendre les bonnes mesures au cours des prochains mois et des prochaines années. Encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. Malheureusement, c'est vrai que la situation est compliquée, mais je me dois de vous dire la vérité. Je pourrais vous mentir, vous dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Déjà, vous ne me croiriez pas, bien entendu, parce que vous savez ce qui se passe. Hein. Mais surtout, on se doit de dire la vérité pour prendre les bonnes décisions. Le déni de réalité, ça suffit. Donc merci encore d'être là. Merci pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. J'y réponds d'ailleurs à chacun d'entre eux et c'est vraiment formidable. Donc continuez, ça me fait vraiment, ça me donne la force de continuer. Vous voyez, aujourd'hui, je n'arrête pas de courir, mais ça me fait extrêmement plaisir. Ça me donne la force justement de faire cette vidéo et de vous tenir au courant de la réalité économique. Merci pour vos abonnements. Faites abonner, ça y est, on est à plus, il reste que plus de 2000 et on sera à 200 000 abonnés. Également les abonnés premium, évidemment. Là aussi, je vous rappelle qu'il faut d'abord s'abonner. Après, il faut cliquer sur l'onglet souscription ou nous rejoindre. Ça dépend évidemment des formats de YouTube. Et je vous enverrai à ce moment-là les slides, donc chaque semaine par mail, donc en envoyant préalablement un mail sur acdfi.com. Voilà, merci encore pour tout, portez-vous bien, on garde l'espoir malgré tout, il faut garder l'espoir, et puis encore une fois, si on touche le fond de la piscine, on redémarrera ensuite. Le problème c'est qu'on n'a jamais touché le fond de la piscine, donc on ne peut pas redémarrer. Ça va, c'est une question de moi, j'avais une question en disant c'est pour quand? C'est une question de moi, malheureusement, plus tard, fin 2025, mais je pense que ça au cours de l'année prochaine, et ça nous permettra ensuite de repartir sur des bases plus saines, et nous serons là, tous ensemble, pour remonter, pour relancer l'économie française. Merci encore, portez-vous bien et à très bientôt.